Quel est ce moment charnière, personnel ou professionnel, qui a tout changé pour toi et qui t'a permis de te mettre sur cette voie dans laquelle tu es aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est un moment que j'ai pris dans mes mains et peut-être je conseille à d'autres. 1er juin 2024, les gens m'ont retrouvé avec une tête toute rasée. Moi, Je le dis aussi pour des plus jeunes qui nous écoutent, l'argent n'apporte pas toujours tout. Et ça, tu vois, tu le précises bien. Trouver un partenaire qui apporte un réseau, c'est beaucoup plus que de l'argent. Et c'est vrai, parce que parfois, on se lance dans des projets, on veut de l'argent, mais ça apporte pas de clients. Peut-être qu'il y a aussi d'abord une première étape, de dire on va optimiser ce qu'on possède. Et c'est vrai que apporter des solutions comme Mayday, c'est vraiment intéressant pour ça. Et donc du coup, toi, t'as aucune compétence au départ technologique, peut-être. C'est pas ton truc. Comment tu lances? Tu trouves des développeurs. Du coup, comment toi tu monétises Mayday? C'est quoi le business model de Mayday? alors l'idée, c'est de facturer à la fois un peu comme au billard. Block Tech is the only white label software in the world offering fractional real estate crowdfunding with a royalties-based model. Block Tech allows you to convert every client in your database into investors. Set the minimum amount you want and let your clients acquire fractions of real estate properties. They earn rental yields, monthly, quarterly, or annually, while you generate commissions continuously as clients invest in property shares every day. Our royalty-based model is fully automated, ensuring effortless revenue growth and seamless operations. Elevate your business with BlockTech's innovative solutions, the future of real estate investment. Book a demo now and start generating commissions every day with our revolutionary platform. Bonjour à tous, je suis Grégory Brenig et aujourd'hui je reçois Roland Fradet dans Business Légende. Bienvenue Roland, bienvenue à toi dans le podcast. Merci, Bonjour Grégory. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de te recevoir. Business Légende, c'est un podcast qui retrace les histoires personnelles et professionnelles de ceux qui, à leur manière, ont marqué leur domaine. Ici, on ne parle pas uniquement de réussite, on parle de parcours, de choix de vie, de moments de doute, de prise de risque, d'échecs même, et parfois de véritables tournants décisifs. Que tu sois entrepreneur, investisseur, créateur, salarié ou indépendant, si tu es passé par des moments forts qui t'ont transformé, alors tu as une légende à raconter. Pendant une trentaine de minutes, on va remonter le fil de ton histoire, on va parler de ton enfance, de tes débuts, de ce qui t'a construit, des étapes clés, de tes défis, et bien sûr de ce qui t'anime aujourd'hui. Le but, c'est d'inspirer, de partager sans filtre et de montrer l'envers du décor de ceux qui font bouger les lignes. Le but, c'est d'inspirer, de partager sans filtre, évidemment. Alors, encore une fois, bienvenue à toi, Roland. On est là pour raconter ta légende. Pour démarrer, comme on le fait toujours dans Business Légende, je vais te laisser la parole avec cette question. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Merci Grégory de l'invitation. Je suis Roland Fradet. J'ai eu un parcours divers de gestion de PME et depuis 6 ans maintenant dans le digital à travers des startups. D'abord pas la mienne, une en fintech qui appartenait à des investisseurs et dont j'étais président. Et puis ensuite dans le monde de ma startup actuellement qui est Médé. Donc 63 ans et je vis en France avec l'espoir de monter une entreprise à ambition mondiale. Génial, génial. Mayday, donc tu es le fondateur de Mayday, c'est ça? Oui, fondateur et seul à bord pour l'instant, probablement la recherche d'associés. Ok, génial. Écoute, on va retracer évidemment ton parcours pour arriver au fait que tu aies fondé Mayday. Tu vis en France, dans quelle région de France tu vis? Alors j'oscille entre Paris et Grasse, là où d'où je viens d'une part et là où mon père réside. Et je suis beaucoup aux côtés de mon père qui a 94 ans.
Ok, j'ai compris, j'ai compris. Et donc toi, donc tu es pas originaire du coup peut-être de Paris? Tu es originaire. Non, me suis adapté, adopté. Mes enfants étaient nés, étaient sur 2 des 3 étaient nés à Paris, mais j'y suis revenu, sur le tard, après mes 50 ans. Ok, d'accord. Et donc bah du coup on va retracer un peu ton parcours. Donc au départ, tu pars toi tu viens de quelle région de France au départ? Grâce du Grasse. 06, des Alpes-Maritimes. Ok, génial. Et donc plus jeune que tu as démarré dans quel genre d'industrie, quel genre d'études peut-être on pourrait commencer par là. Alors, je suis parti assez tôt de France à 17 ans, en 1900, ça remonte maintenant, 79. Ouais. Je suis parti aux États-Unis et j'ai fait une licence, bachelor's degree, en économie. Après, je suis parti sur l'Asie où j'ai passé 4-5 ans, en Chine, à Taïwan et en Chine, où j'ai appris le chinois et j'ai fait ensuite, comme beaucoup, de l'import-export depuis la Chine, hein. Ça marchait fort, ça marche toujours fort, je crois. Et ensuite, je suis passé, mais sur le tard, à 29 ans, par un MBA à l'INSEAD. C'était l'INSEAD de Fontainebleau à l'époque. Ok. Ça m'a ouvert les portes, notamment de France Loisirs, qui m'a embauché de nouveau sur la Chine, à monter un club de livres. Et puis, il y a eu une opportunité en famille. Je me suis retrouvé à la tête d'une PME familiale dans le monde du camping, à Castellane, dans les gorges du Verdon. Ça me plaisait beaucoup. J'ai fait 20 ans et Waouh. j'ai revendu cette entreprise, avec succès en 2016. Et depuis, après, je suis revenu à Paris pour gérer une fintech d'une part et maintenant ma propre start-up. Ok. Ok. Waouh. Intéressant. Et alors donc du coup cette expérience en Chine c'est hyper intéressant parce que les Français qui parlent chinois. J'ai remarqué qu'ils étaient très demandés. C'est vraiment un marché qui est très compliqué et les personnes qui partent sur ces marchés-là. Toi, t'as travaillé en Chine? Alors, j'ai travaillé pendant, de mes 5 années, j'ai dû faire 4 années de travail. J'ai fait une année de chinois où j'ai passé mon temps à apprendre le chinois. Je me suis marié avec une chinoise, Ok. avec toujours ma femme, et nous avons eu 3 enfants. Nous avons décidé de rentrer en France parce que la vie à l'époque, en 95, d'avoir des enfants en Chine, c'est un pays très pollué. C'est un pays qui n'était pas extrêmement sûr pour l'éducation, tout ça. On n'était pas très rassurés. Puis il y a eu cette opportunité en France. On était pas mal heureux de vivre, côté de la France, Ouais, avec les enfants. Les enfants ont grandi en France, qui était une manière, de les ancrer culturellement. Il s'avère que mon fils maintenant est reparti à Singapour. Il s'est marié avec une Chinoise de Singapour, donc il est jamais très très loin de l'Asie. Mais ouais, je suis resté proche de la Chine. J'ai fait mes années. C'est pas un pays si facile que ça. C'est un pays très compétitif, comme on sait. ouais, Et aujourd'hui, la concurrence des cadres chinois qui parlent beaucoup de langues, est très évidente. À l'époque, les expats, en 90-95, c'était une denrée rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinois qui rentrent d'études américaines, notamment sur la Chine, donc ils ont une double culture aussi. Donc voilà, donc ça a peut-être moins d'intérêt. Et puis, bon, il y a eu l'opportunité de gérer ma PME familiale. J'étais très heureux comme ça. ok, mais alors du coup, donc cette PME familiale donc, que tu vas gérer et tu dis que tu l'as revendue en 2016, mais entre-temps, t'as bossé dans la fintech, j'ai vu. Tu peux m'expliquer un peu Voilà. comment ça s'est fait? Parce que j'ai vu dans ton profil LinkedIn que t'as un profil très axé fintech dans les années en fait, fintech un peu 2010, 2020. Ouais, c'est 2016-2023. Donc j'ai été recruté par un Chinois qui avait cru et qui croit toujours en la France, où il a monté sa propre banque en ligne. Donc c'est un établissement de monnaie électronique, Ouais, EME, reconnu par la CPR, Banque de France. Donc j'étais dans cette mouvance-là, avec, alors qu'on l'a créé de rien. Enfin, ça existait pas du tout et pas du tout de personnel. J'ai commencé directement avec Ryan, qui était l'investisseur, qui est toujours l'investisseur, toujours à la tête de WeTrust, qui avait choisi un nom à la française parce que oui, c'est le OUI de oui non. oui, WeTrust, et qui est devenu une très belle entité. Moi, j'étais probablement pas fait pour ce monde-là. Le monde bancaire, c'est très juridique. Il faut c'est vrai. absolument être dans des
clou dans des normes, même beaucoup plus que financiers. Il y a, il y a des contraintes, on est constamment en train de, et ce qui est un peu normal, d'assurer que les clients sont dans les normes de clients normaux, qu'il n'y a pas de transactions illégales. Donc c'est constamment à échanger avec l'administration française qui est très stricte là-dessus et qui n'est pas connue comme un paradis fiscal du tout. La Non, France bien sûr. est très protégée et c'est une bonne chose. Ça lui donne une grande réputation de place forte et d'honnêteté, d'intégrité. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai notamment appris, ça m'a un peu démystifié le monde des startups, que Ryan, qui est quelqu'un de vraiment très solide dans les affaires, bah, il impliquait beaucoup de son temps. Donc une startup, ça marche aussi beaucoup au temps. On peut pas le faire comme ça au pied levé. Je me lève à midi et puis j'en fais 3 heures par jour. Non, c'est plutôt 10, 12 heures par jour. Donc il était très impliqué, il était très ouvert à plein de relations. C'est un peu ce que je fais avec mes DMD, puisque beaucoup de gens que je connaissais pas deviennent des acteurs de partenariat que je pouvais pas imaginer à l'origine. Il demandait beaucoup de son personnel, mais c'était un peu normal parce que si on est très peu et que chacun est dans ses clous, ne veut pas coopérer, ça ne marchera pas. Ça c'est Bien évident, sûr. c'est vrai pour une grande entreprise, mais c'est très vrai pour une start-up. Donc j'ai appris un peu les bases du fonctionnement de la start-up au-delà d'apprendre l'aspect bancaire qui m'intéressait assez peu. Donc j'étais pas très impliqué, ça s'est un peu senti. C'était pas je kiffais pas de traiter des comptes bancaires. C'était pas du Ouais, tout le rêve de ma vie. ouais. C'est vrai que c'est le monde un peu comme ça de la fintech. Effectivement, notamment en France, c'est très réglementé. Et donc, forcément, il y a énormément de contraintes. Il faut être là tout le temps, il faut tout comprendre. Et dès qu'on passe à un niveau un peu plus international, européen, etc., il y a encore plus de contraintes. Donc, forcément, effectivement, c'est vraiment un métier très particulier. Il faut vraiment être à fond dedans. Et comme tu le dis, c'est vrai que le monde des startups, la startup en elle-même, il faut la vivre, quoi. C'est une vie, quoi. C'est un lifestyle. C'est 24/24, quoi. Donc, ouais. Ouais, exactement. Et alors, il y a un point qui me rapproche pas de start-up c'est que le monde de la santé dans lequel je vais évoluer avec mes DMD, c'est très réglementé aussi, surtout la santé digitale. Mais c'est un peu normal. Et puis, bon, je crois que le monde moderne, très interdépendant, l'État a toujours à trancher sur tout et c'est probablement pour le bien collectif, hein. Alors du coup, Mayday, c'est la première start-up que tu fondes, c'est la première entreprise que tu vas. Oui, parce que quand j'avais récupéré mon camping en 95 pour 20 ans, c'était une entreprise existante et puis c'était un domaine tout à fait classique. Là, Médé, les gens en ont rarement entendu parler. Ils se disent, donc ils n'ont pas entendu parler parce que j'ai créé la société en 2024, il y a environ un an, et surtout l'offre, c'est pas quelque chose qui est classique, même s'il leur paraît facile à comprendre, c'est pas quelque chose qu'ils ont vu sur le marché. Moi, tel que je l'ai vu autour de via Google ou ChatGPT, j'ai pas vu qu'un autre pays offrait cela. Je suis pas moins cher que d'autres, je suis sur une offre qui n'existait pas. Alors, Donc ouais, on pour va, on va, moi, on va, on va peut-être justement expliquer ce qu'est Mayday, et puis du coup après on va dérouler un peu effectivement pourquoi Mayday, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir rentrer là-dedans, etc. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, je rappelle, tu es le fondateur de mayday.net, et donc du coup, explique-nous un peu qu'est-ce que fait Mayday. ceux qui n'ont pas vu trop de films d'aviation de guerre, Mayday, ça s'écrit M-A-Y-D-A-Y, deux fois, M-A-Y-D-A-Y, Mayday, Mayday, on dit en anglaise, qui est une manière de d'écrire il faut m'aider, mais à l'anglaise, Mayday, Mayday.net. Ménéméné a une seule ambition, c'est de guider un patient qui se prépare à aller vers les urgences, non pas vers l'urgence la plus proche, mais la plus disponible de sa zone. Le but, c'est de minimiser le temps de transport et le temps d'attente à salle d'attente. On va toujours attendre, mais c'est mieux de faire un cumul de 20 minutes en ayant fait 10 minutes de transport et 10 minutes d'attente, plutôt que de faire 2 minutes d'aller
aller à un hôpital surchargé qui va vous faire attendre 4 heures et d'attendre 4h02. Donc c'est extrêmement simple comme propos, c'est pas si compliqué à mettre en marche, mais personne ne l'avait fait tel que je le vois. J'ai eu ce moment eureka en tant que patient. On me dit, vous n'êtes pas du tout médical. Ben oui, c'est vrai, je suis pas médical, mais moi, je l'ai vécu du côté patient, de dire, mais pourquoi je vais à un hôpital très proche, extrêmement saturé, où je vois que ça court partout, et puis je serais pas traité avant 4 heures. Et donc, j'ai découvert que c'est un problème mondial, que on se pose, que ce soit sous les tropiques ou sur le pôle, on se dit où c'est qu'on va arriver dans une urgence pas saturée. Eh bien, c'est un problème qui affecte les patients, évidemment, mais c'est aussi un problème qui affecte le personnel soignant. Un stress énorme de se dire, je vais aujourd'hui, ce matin, me taper 87 patients devant moi quand je suis médecin, et je peux pas le résoudre parce que ces gens ne vont pas partir nulle part ailleurs. On ne sait même pas où les envoyer parce qu'on ne connaît pas le taux d'occupation des urgences voisines. Donc c'est une ambition mondiale sur une offre très simple qui a beaucoup d'implications et qu'on espère va être adoptée par le maximum de pays en plus de la France. Ok, ok. Donc en fait, toi, tu aiguilles un peu avant même qu'on aille dans un hôpital où déjà, quand on arrive à l'hôpital, on est aiguillé une fois qu'on rentre dans un hôpital. Toi, tu aiguilles en amont le patient pour lui dire voilà où tu dois aller parce que ça va être plus efficace pour toi d'un point de vue temps, tout simplement. C'est ça? C'est exactement ça. Le plus de gens vont le pratiquer, le plus nous allons faire les vases communicants entre les urgences, le plus nous avons un taux moyen qui est nous une couleur orange. Alors dans le logo de Mayday Mayday, pour ceux qui vont sur le site, vous allez avoir 3 euh, étoiles de couleur, vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge, c'est le taux d'occupation entre 0,33%, 66%, 100%. Il faut évidemment mieux aller vers le vert. Et ça, le plus de gens vont le pratiquer, le plus tôt en sachant chez eux que je vais à 17 minutes en voiture, mais là, je vais me retrouver dans une urgence qui, à cet instant, est relativement peu chargée, le mieux ça marchera. Donc, le but, c'est d'orienter non seulement les ambulanciers, le SAMU, mais aussi les patients eux-mêmes, de dire, je vais aller à l'endroit le moins saturé, le plus disponible pour être traité vite. Ouais, c'est génial. En fait, c'est On m'a gentiment fait ce compliment que c'est le Waze des urgences, c'est ah tout oui, à fait. Alors, pour l'instant, on ne vote pas encore que ça peut, parce que sur Waze, on fait des rapports, on pourrait imaginer qu'il y aura un bouton en disant je constate que le taux est prévu et respecté, mais c'est tout à fait ça de donner l'information. L'information de base viendra des logiciels, vient des logiciels des urgences qui saisissent combien ils ont de patients et que l'on rapporte au nombre de médecins qui sont en activité. Donc, c'est pas pareil qu'il y ait 17 patients et un médecin et 17 patients et 5 médecins. là, bien sûr. Évidemment, être traité beaucoup plus Mais rapidement du sur les coup, c'est vrai que presque pour l'utilisateur final, comme dans Waze, je parle de Waze parce que c'est vrai que Waze, du coup, quand on cherche une pompe à essence ou un hôtel ou quoi, il nous montre dans les cartes, bah, presque on pourrait avoir avec Mayday Mayday où on appuie voilà un bouton Mayday Mayday et tout de suite on voit les temps de trajet avec bah, les couleurs dont tu parles et pour aller plus vite. C'est l'idée. D'un point de vue légal, on s'engage pas trop sur le temps parce que le problème, le temps de transport, ça peut varier, mais le temps d'attente dans une salle d'argent, ça peut varier beaucoup. Bien Si on sûr, a en face de soi quelqu'un qui est très gravement malade, soudainement, il va prendre toutes les évidemment, ressources de évidemment, santé. évidemment. C'est comme bah c'est comme les GPS quoi. Ça te donne un temps de route, mais s'il y a un embouteillage au milieu, bon bah oui, ça va te rallonger le temps de route. Évidemment, je comprends. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est une application? C'est un site internet? Comment concrètement ça fonctionne? C'est les 2, mais c'est d'abord une application qui, là, va sortir sur l'App Store, le Play Store d'ici 15 jours, qu'on a en version démo. Et c'est aussi une version web qui permet au SAMU de le voir sur écran, parce que regarder dans un tout petit écran, c'est un peu fatigant, mais le voir sur écran avec un listing qui fait remonter les établissements en vert, jaune, rouge par rapport à un code postal. Donc, le 1892 et je vais avoir tous les centres, mais suivant leur taux d'occupation, c'est ça qui m'intéresse. Ah, bien sûr, c'est le taux d'occupation qui est du coup la valeur ajoutée couplée à d'autres informations de route, etc. J'imagine aussi peut-être de trafic que tu pourrais rajouter pour arriver à ces endroits-là.
mais le taux d'occupation, c'est évidemment le cœur de métier de Mayday Mayday, c'est ça? Exact. OK. Waouh! Et donc du coup, bah, alors la question, parce que du coup, on vient de retracer très brièvement ton parcours. Tu nous as raconté, voilà, les campings, l'entreprise familiale, ensuite un peu un passage dans la fintech et cetera. Mais c'est quoi le rapport avec le médical? Donc forcément, tout le monde te pose cette question-là, c'est ce que tu disais. Et tu nous as expliqué rapidement, en passant, que ça vient évidemment d'une expérience personnelle, comme souvent les fondateurs viennent résoudre une problématique qui concerne tout le monde, mais qui leur arrive d'un point de vue personnel. Et donc c'est ça, c'est assez intéressant de savoir quel a été le déclic qui t'a fait que de te dire, OK, il y a un problème et c'est moi qui vais le résoudre, quoi. Eh ben, j'ai vu que personne d'autre l'a fait, mais c'est surtout que moi j'ai connu des petits pépins et j'ai passé des temps horribles à attendre. Et j'ai découvert plein de détails. C'est par exemple quand on est en grande souffrance, j'ai une occlusion intestinale, ça fait très très mal. On pensait que j'avais un calcul, je crois qu'on appelle ça biliaire, Ouais. c'est-à-dire qu'il fait horriblement souffrir, même si c'est pas un danger de mort. Eh bien, je voyais plein de détails, notamment qu'en salle d'attente, il n'y a pas une pièce pour mordre, parce que quand on a très mal, on mord, mais à la fin, on se mord les dents elles-mêmes. Et je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas une machine à vendre qui distribue une pièce pour la bouche là. Mais je suis surtout dit parce que la problématique n'est pas seulement de passer l'étape pour être face à un médecin et d'attendre le moins possible, mais après c'est même de trouver un lit. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un hôpital qui peut vous sauver la vie ou vous traiter pour la soirée, vous êtes de nouveau dans le confort du quotidien, mais par contre il n'y a plus de lit disponible. Donc je me suis aperçu que la chaîne était très incomplète et que le digital n'en faisait pratiquement pas partie, c'est-à-dire que vous dites des médecins qui vous disent je suis occupé à appeler d'autres hôpitaux pour savoir où il y a un lit disponible. Ce genre de choses, je dis mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, c'est presque s'ils n'avaient pas des fax quoi, pour s'envoyer des messages en disant donnez-moi l'état des lits. Donc je me suis dit c'est pas normal qu'un outil comme Google Maps qui est présent dans toutes les poches n'ait pas cette information là. Et une des traces, par exemple, des indices, c'est qu'au début, j'ai pensé mettre des capteurs de comptage de personnes, qui est une technologie qui marche très très bien. Ouais. Et quand j'ai vu les brochures des gens qui vendaient, il y avait les musées, les piscines, les restaurants, et il n'y avait pas les salles d'attente d'urgence, où là, on veut vraiment pas attendre. Eh oui, Et j'ai trouvé ça d'abord un peu comique, et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre. Après, j'ai enquêté sur le fait que mes DVD peuvent beaucoup aider dans les catastrophes naturelles, c'est-à-dire quand il y a un tsunami ou une inondation, et vous avez plus l'hôpital classique, on vous montre des exact. tentes partout, et Médé peut, il y a une fonction qui s'appelle Médé Rescue qui vous guide vers des tentes qui sont montées la nuit, quoi. Et j'ai vu que des pays très sophistiqués comme le Japon, qui connaissent ça par cœur, n'ont pas cet outil-là. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, et c'est parce que c'est une des caractéristiques des gens du sérail. Ils ne montrent que les produits du sérail. Évidemment, ils montent le meilleur microscope parce ils ont toujours travaillé sur microscope, mais on leur a pas dit travailler sur une appli qui permette d'aller plus vite dans un endroit qui n'est pas saturé. Et et voilà, donc je suis aperçu qu'il y avait l'utilité de monter quelque chose, et c'est ce qui est proposé maintenant aux pays du monde entier. OK. Mmh. Toi, tu es plutôt international, mais en France, on parle toujours de rajouter de l'argent, mais rajouter de l'argent, si on l'optimise pas déjà ce qu'on a, peut-être que c'est inutile, quoi. Peut-être qu'il y a aussi d'abord une première étape, d'abord de dire on va optimiser ce qu'on possède. Et c'est vrai que apporter des solutions comme Mayday, Mayday, c'est vraiment intéressant pour ça. Et donc, du coup, toi, tu n'as aucune compétence au départ technique, technologique, peut-être. C'est pas ton truc. Donc, comment tu lances? Tu trouves des développeurs? J'achète
J'avais découvert ça, y compris chez WeTrust en banque en ligne. Il y a la reconnaissance faciale. Ils n'ont pas développé des caméras ni rien. Ils font un chèque de facture à un fournisseur qui fait la jonction et puis ils l'intègrent à leur propre application finale. Donc là, je suis pas du tout dispositif médical. Moi, je ne connais rien des maladies, je connais rien des patients d'ailleurs. Je ne connais pas leur identité, je veux rien savoir Bien sûr. sur eux. Je connais que des flux de patients et des établissements qui peuvent les accueillir et leur taux d'occupation. Donc je suis loin du monde médical. On pourrait l'imaginer pour d'autres métiers, de dire par exemple pour les artisans qui achètent régulièrement, un plombier qui va régulièrement acheter des robinets, il veut aussi aller à un site qui n'a pas la queue parce que lui ça l'arrange pas et il fait le tour de la ville et puis il ira voir sur la carte. C'est tout à fait transposable dans d'autres métiers. Il y a un métier directement lié à la santé qui sont les pharmacies. Il y a certains endroits du monde où il y a beaucoup la queue aux pharmacies et où la pharmacie n'a peut-être plus de stock. Et il y a un concept, une variante qui serait Mayday Pharma, qui serait de trouver à la fois la pharmacie de garde, par exemple, mais en plus qui a le stock du produit paracétamol ou autre dont on a besoin ce soir-là ou ce jour-là. Voilà, et ça concerne d'autres pays que la France. La France a dépensé beaucoup d'argent sur la santé, on dépense beaucoup, tant mieux, mais aujourd'hui on est un peu limite de la contrainte budgétaire aussi, hein, donc on peut pas C'est ça, toujours se payer des plateaux de salut par département qui ont des dizaines et des dizaines de médecins, ça coûte une fortune. c'est ça, c'est ça, évidemment. Et donc du coup, donc tu as lancé Mayday l'année dernière. C'est quoi le parcours, les étapes où tu en es aujourd'hui? C'est quoi les prochaines étapes de Mayday? Alors, j'ai pris peut-être plus de temps que je ne pensais, mais le diable se cache dans les détails. Donc d'affiner le produit, puis de tester des choses comme les capteurs en disant tiens ça va être utile, mais finalement le mieux selon moi ce sera l'intégration au logiciel, les logiciels qui saisissent le nombre de patients pour les pays qui ont ce logiciel. Pour ceux qui ne pratiquent pas du logiciel, car en Afrique ou dans d'autres pays émergents, eh bien on va avoir un reporting manuel, donc ça c'est très simple. Donc on a un peu tâtonné sur la formule qui allait fonctionner. J'ai monté le site qui est assez, selon moi, assez impressionnant. Il a 7 ou 8 langues. Il est en indonésien, par exemple, parce que c'est un pays à forte secousse sismique. Euh, donc, j'ai pris du temps. Là, on finalise avec l'App Store, le Play Store. Et désormais, on va vraiment chercher de manière très systématique des distributeurs partout dans le monde. Le but, c'est de ne pas se déplacer autant que possible parce que d'abord ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et puis, il y a toujours des acteurs locaux qui connaissent leur monde de la santé. Et moi, je vais pas devenir le champion du monde de la santé au Maroc ou aux Philippines. Ce sera un Philippin ou ce sera un Marocain qui, lui, a l'habitude de son réseau et qui sait les convaincre. Donc l'idée, c'est de leur apporter les outils à eux pour qu'ils puissent se reproduire, de faire un effort en France. C'est pas un effort si facile quand on n'est pas issu du sérail, mais je ne désespère pas. Il va y avoir normalement, si tout est calé comme je le crois, un test sur le 83, sur le Var, qui est Génial. tombé un peu par hasard et aussi un peu parce que c'est mes origines. Avec le SAMU du 83 et 19 hôpitaux, on devrait commencer sur octobre-novembre et on verra à quel point c'est utile aux hommes de l'art que sont les ambulanciers de SAMU et que c'est utile aussi au grand public, parce que l'idée, c'est le grand public s'en sert le plus tôt possible, même avant d'appeler une ambulance. Et du coup, comment toi tu monétises Mayday? C'est quoi le business model de Mayday? Alors l'idée, c'est de facturer à la fois un peu comme au billard, c'est-à-dire d'abord il faut que les coûts de serveur qui sont assez minces soient couverts par les exploitants eux-mêmes, que sont les hôpitaux, les cliniques, ça peut être aussi des réseaux de cliniques privés, hein. Donc ministère de la Santé, mais ça c'est assez faible comme contribution. Les ambulanciers qui ont tout à y gagner parce que aller sur un centre saturé, c'est ne pas remettre un patient et c'est d'attendre des très longues minutes qui font qu'on perd une course derrière. Donc c'est tout à fait justifié pour les ambulanciers de le payer, mais de derrière, une fois que ça existe, aller vers ce que j'appelle les sponsors. Alors ils sont au nombre de 3 et même 4, qui sont par exemple un opérateur de téléphonie mobile, Orange, a intérêt à mettre ça dans son store en disant, voyez, moi je suis distinctif des autres, j'ai de la valeur ajoutée. Et donc ça, c'est d'aller voir ces gens-là en
en leur demandant de devenir, c'est pas les parrains, mais devenir les sponsors de cette formule en disant vous le rajoutez dans votre store, ça a de la valeur pour vous. Les deuxièmes, ce sont les mutuelles de santé qui, pareil, peuvent se distinguer, mais aussi récupérer la data, qui a une très grande valeur pour eux. Les troisièmes, ce sont les transporteurs VTC. Majorité de gens vont sans appeler quiconque et ils prennent un Uber ou ils prennent leur propre voiture, mais ils prennent souvent un Uber. Ça m'est arrivé d'aller sur des urgences. Donc pour la valeur aussi pour les transporteurs VTC. Il y a un dernier point, c'est pour les pays émergents. C'est souvent il y a des ONG qui dépensent déjà sur la santé. Elles OK. sont la Croix-Rouge, la Fondation Bill Gates, les Médecins du Monde, qui disent ça, c'est un outil de santé, ça nous est utile. On veut donner l'endroit précis où sont les tentes quelque part pour être prise en charge. Donc on pense que ces gens mettront de l'argent, même de manière minimale, mais dans le digital, on peut rapidement être rentable. OK, 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 intéressant. OK. Donc, sous forme d'abonnement pour les professionnels, donc de santé, les utilisateurs. Donc un abonnement, j'imagine récurrent, mensuel ou annuel. OK, OK et après sponsorship et cetera. Et du coup, l'étranger, c'est là, tu dis que tu vas démarrer donc, avec un 1er peut-être contrat donc sur le Var, ça va être cool. Et alors, celui qui sera grandeur nature avant, ce sera la Côte d'Ivoire, ce sera Ah, Abidjan avec 4 hôpitaux. J'ai trouvé un distributeur, docteur Christian Ehou, qui a sa propre start-up en télémédecine, mais qui lui a vu un intérêt. Évidemment, eux, ils ont très peu de freins. En France, on prend des commissions pour tout, pour réfléchir 12 fois, parce bien que sûr, on a peur de si. Il y a quand même une grosse. Eux ont un besoin vital. Ils n'ont pas de SAMU, et ils disent ça, c'est le SAMU digital. ouais, Et nous, ça va nous économiser des tonnes. On peut pas se payer le luxe d'avoir des plateaux comme je vois en France qui sont très impressionnants et qui sont notre honneur de dire on va sauver tout bien le sûr, monde. Hem, ils disent: «On va l'appliquer tout de suite, on va diffuser par les transporteurs VTC». Ils ont 0 contrainte. Pour eux, le téléphone, ça a sauvé leur vie et ça leur apporte de la modernité. Donc ils ont pas du tout comme en France, il faut penser à tout le monde, toutes les catégories, celles qui utilisent pas le téléphone, celles qui ont peur et cetera. Là, ils ont moins la hantise. On leur fait un test qui n'est pas extrêmement rentable pour nous, mais qui permet de voir en grandeur nature et aussi plus tard de convaincre les sponsors en disant à Orange qui est présent en Côte d'Ivoire, ben maintenant soyez sponsor sur toute la Côte d'Ivoire parce que c'est pour votre réputation, c'est très favorable pour la négociation de licence et puis même pour la fidélité des clients qui se disent moi je veux pas quitter l'opérateur qui m'apporte mes DVD. OK, ouais, ouais, bien sûr, bah, c'est cool et du coup, donc là, ça démarre en Côte d'Ivoire? Abidjan sur 4 hôpitaux publics, ouais. OK et aujourd'hui, tu disais, donc, dans ta présentation de départ, que tu es donc seul, au board. Tu viens de fonder cette entreprise il y a 1 an, et pour aller plus vite peut-être, et peut-être même plus haut et plus loin, tu aurais besoin sûrement de lever des fonds, et aujourd'hui tu travailles à ça? Oui, je fais quelques efforts. Je dirais que dans ce que je recherche, et c'est gentil Grégory de le soumettre, c'est avant tout de trouver un associé qui ait une force de frappe dans le monde de la santé, c'est-à-dire qui a son réseau, qui est convaincant, plus plutôt un commercial qu'un technique. Je vais faire la technique à l'extérieur. Et l'associé a une double fonction. Le parcours, c'est un peu solitaire d'être seul à bord. On fait un peu les bêtises parce qu'on se confronte à personne. Bien Évidemment, sûr, ses propres idées, on les trouve toujours géniales, alors que des fois, de temps en temps, c'est une voie sans issue. Et donc, il y a un peu la confrontation, l'encouragement, mais c'est aussi d'apporter des clients, évidemment, et aussi de rassurer les clients qui se disent, j'ai à bord une double entité. Si Roland, il n'est pas présent, il est parti ailleurs, il est pas bien et pas en bonne santé, on ne sait pas. Eh bien, j'ai je ne sais qui d'autre, Victor, Jean-Claude, qui lui assumera de pouvoir continuer le produit. Et donc plutôt cette recherche-là. Bon, évidemment, des fonds, ça peut toujours aider. À un moment, quand on fait un effort commercial, ça peut coûter de l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut à la fois mettre de l'argent et puis investir du temps de lui-même ou apporter une relation par son réseau ou donc je suis ouvert aux 2, mais un associé avec un partenariat, oui, ça c'est assez, génial. Ouais. OK, super, bah, voilà et du coup, Roland, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je le dis aussi, pour, des plus jeunes qui nous écoutent. Et l'argent n'apporte
pas toujours tout. Et ça, tu vois, tu le précises bien, tu vois. Trouver un partenaire qui apporte un réseau, c'est beaucoup plus que de l'argent. Et c'est vrai, parce que parfois, on se lance dans des projets, on veut de l'argent, mais ça apporte pas de clients. Alors que si on avait eu un bon contact qui a un bon réseau, qui nous apporte les clients, eh ben, finalement, c'est presque comme s'il avait apporté de l'argent, quoi. Donc, ça va encore plus vite. Bien sûr, alors je fais un clin d'œil. Il se retrouvera à mon ami Serge Quinquedéum parce qu'il a monté la communauté des cafards, dont je fais partie, et qui sont des startups qui veulent lever des fonds le plus tard possible et garder contrôle de leur entreprise. Donc les cafards résistent à tout, y compris J'adore le au, nom. nucléaire, eh bien, l'idée, c'est de faire tourner le réseau pour s'apporter des clients et s'apporter des bons conseils aussi, parce que les autres ont vécu que je suis en train de découvrir. Euh, donc, je suis pour cette croissance-là et une personne qui est très relationnée, qui sait faire signer des contrats, ça a une valeur beaucoup plus importante C'est que vrai. d'avoir de l'argent, de recruter des gens qui n'ont pas ces relations. On va beaucoup plus vite avec des personnes relationnées, ouais, c'est évident. Ouais. Ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Écoute, l'histoire, elle est passionnante. Ce que tu es en train de construire, c'est vraiment super. Écoute, on arrive à un moment un peu du podcast qu'on appelle le moment un peu, le moment légendaire, ce tournant décisif, personnel ou professionnel, qui change tout dans ta vie. Et donc, ma question, c'est toujours la même pour tous nos invités à chaque fois à ce moment-là du podcast. Quel est ce moment charnière, que ce soit personnel ou professionnel, qui a tout changé pour toi et qui t'a permis de te mettre sur cette voie dans laquelle tu es aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est un moment que j'ai pris dans mes mains et peut-être je le conseille à d'autres. Le 1er juin 2024, les gens m'ont retrouvé avec une tête toute rasée. Moi, je n'ai jamais l'habitude de me raser. Je me suis dit, si je me rase, c'est que je fais. Euh, donc il y a une sorte de symbolisme de passer à un acte qui est pas habituel. Moi, d'habitude, j'ai toujours des cheveux, j'essaye. Et là, je me suis rasé. Les gens n'ont pas très bien compris. Je ne me suis pas déclaré parce que il y avait d'autres problématiques, notamment mon employeur, etc. Donc, j'ai pas trop déclaré, mais moi, je savais et je dis auprès de mes très proches, ma famille, en disant voilà, je suis engagé. C'est un peu ma route, mon chemin de Damas ou ma route de la Légion étrangère. Euh, donc, de temps en temps, il faut prendre ces actes symboliques qui sont un engagement envers soi-même, finalement. Ok, ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Écoute, merci pour ce partage, c'était puissant. On va passer maintenant à un moment, une séquence qu'on adore ici dans Business Legend. C'est des questions que je pose à mes invités. Du coup, la première question, c'est quel est l'outil ou l'application dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui au quotidien? Ça peut être un outil pro, une application mobile, un truc digital, analogique, peu importe. Un truc qui t'est essentiel aujourd'hui. Bah, je crois que c'est LinkedIn hein, pour la mise en relation. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, je vais passer à une petite série de questions très rapides. Tu réponds spontanément. La meilleure décision que tu aies jamais prise de ta vie. C'est d'avoir acheté un camping avec ma famille qui fait que je devenais patron et que je découvrais que j'étais en capacité de gérer une entreprise. Ouais, ça t'a permis tout de suite de voir que tu étais capable de pouvoir gérer, quoi, diriger. Ok. Une chose que tu aurais aimé savoir plus tôt. Savoir plutôt que il y a des compétences, on n'aura jamais toutes les compétences, et les compétences pour lesquelles à un moment il faut faire un chèque, ça sera d'autres qui le feront plus vite, mieux, plutôt que de s'évertuer hein, et de pas le réussir. Ouais. Ouais, délégué. Ça va encore être long, mais non, j'ai eu la vie dont rêvait cet enfant, c'est-à-dire beaucoup d'international, je rêvais de voyager. Euh, donc, non, il y a rien de fondamental qui m'évoque, je sais pas, non. Je sais pas Ouais, comment tu le laisserais faire ce parcours, quoi. C'était vraiment ouais. ce dont tu rêvais enfant, quoi. C'est cool, ouais, non, c'est bien au contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de regret, quoi. Il y a rien de, on n'a pas envie de changer la trajectoire. Ah non, non, non. Euh,
OK. Et alors du coup, une de mes dernières questions, ça serait, pour toi aujourd'hui, quelle serait ta propre définition du succès? Hem, se sentir bien à produire ce qu'on produit et non pas, je gagne de l'argent, mais j'ai un produit qui me plaît pas. Je veux pas qu'on se souvienne de moi pour ce produit. Je vends je sais pas quoi, des bitcoins, ou c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ouais, être Sentir heureux. fier de Ouais, voilà, être bien quoi, dans ce qu'on fait. sentir fier de son produit, ouais. Ouais. OK, OK, génial. Petite dernière, pour la route, un conseil peut-être, un dernier conseil pour influencer peut-être positivement, les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, ceux qui veulent se lancer. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Soyez patient et c'est d'autant plus, facile à endurer que votre produit a du sens, surtout pour vous, mais ou pour tout le monde évidemment, mais soyez patient. Patience. Il y a d'autres, Le peut-être, site internet, hein, mesdbd.net qui a, une fiche contact, qui a mon téléphone portable donc et link eh ben, génial. On va mettre, évidemment tous ces liens, dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller jeter un œil, découvrir le travail de Roland, son univers et éventuellement collaborer avec lui. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? eh bien, plein de signatures. Plein de signatures, voilà. Eh ben, merci à vous qui nous écoutez sur Business Legend. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, ça nous aide beaucoup, à partager évidemment autour de vous l'épisode et à laisser un petit commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours et une nouvelle légende. À bientôt. Merci Roland. À bientôt. Merci, au revoir.